Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'histoire destinée aux secondes. Nous commençons aujourd'hui un nouveau thème sur les 15e et 16e siècles et nous allons parler maintenant des progrès de la connaissance du monde qui ont été faits durant cette période. Nous allons procéder en deux parties. Tout d'abord, nous allons voir les grands voyages d'exploration qui ont conduit à la découverte par les Européens de nouvelles terres. Et dans une seconde partie, nous allons parler des progrès de la cartographie. Commençons donc par les voyages d'exploration. La découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492 est la date qui a été retenue pour marquer le début des temps modernes, comme on l'a vu dans la leçon sur la périodisation. Cette exploration a non seulement ouvert de nouvelles routes commerciales, mais elle a également entraîné une série de changements dans le monde. En effet, les Européens ont commencé à réaliser l'existence de terres inconnues jusque-là et à remettre en question leur conception du monde. Lors de ce voyage, ils ont rencontré d'autres peuples qui avaient des cultures totalement différentes. Pour ces peuples également, la rencontre avec les Européens a conduit à des transformations radicales, souvent avec des conséquences dévastatrices, comme la propagation de maladies et la perte de terres et de cultures. Aussi, l'accès à de nouvelles ressources, l'or, l'argent, les plantes, etc., a stimulé les économies européennes. Ainsi, cette découverte a eu des répercussions profondes sur l'histoire mondiale. Elle a changé la perception des Européens sur le monde. C'est le début d'une ère nouvelle. Suite à Christophe Colomb, d'autres explorateurs ont réalisé des expéditions vers le Nouveau Monde, ce qui a permis une meilleure compréhension de la géographie des Amériques. Amerigo Vespucci, originaire de Florence en Italie, a effectué plusieurs expéditions vers l'Amérique entre 1497 et 1504. Contrairement à Christophe Colomb, qui pensait avoir atteint les côtes de l'Asie, Vespucci a observé que les terres qu'il explorait étaient différentes des connaissances géographiques de l'époque. Il a été l'un des premiers à comprendre qu'il s'agissait d'un nouveau continent, avec des différences dans la faune, la flore et les cultures indigènes. Le nom Amérique a été donné en l'honneur d'Amerigo Vespucci. John Cabot est un explorateur d'origine génoise qui a navigué sous pavillon anglais, c'est-à-dire pour le roi d'Angleterre. Il est reconnu comme le premier Européen à atteindre les côtes nord-américaines depuis les Vikings. En 1497, Cabot a entrepris un voyage vers l'ouest depuis l'Angleterre, avec pour objectif lui aussi de trouver une nouvelle route vers l'Asie. Lors de ce voyage, il a atteint les côtes de l'Amérique du Nord, probablement près de l'actuelle province canadienne de Terre-Neuve. Bien que Cabot n'ait pas exploré ces terres en profondeur, il a ouvert la voie à d'autres explorations et à la colonisation ultérieure de la région par les Européens. Les Vikings, eux, avaient atteint l'Amérique du Nord vers l'an 1000, mais leur présence n'avait pas conduit à une colonisation durable ou à des contacts continus avec l'Europe. Les voyages de Cabot, eux, ont jeté les bases de l'établissement de colonies britanniques en Amérique du Nord, contribuant ainsi à l'histoire coloniale de la région. Toujours à la recherche de nouvelles routes vers l'Asie, les Portugais ont mené de nombreuses expéditions. Bartolomé Dias était un marin et un explorateur portugais qui a entrepris une expédition en 1487 avec pour objectif de trouver une route maritime vers l'Asie en contournant l'Afrique. En 1488, il a réussi à franchir le cap de Bonne-Espérance. C'était la première fois qu'un Européen accédait à l'océan Indien en naviguant autour du continent africain. Cette réussite a permis aux Portugais d'établir des routes commerciales maritimes vers l'Inde et les îles des Épices qui étaient très recherchées à l'époque. Dias a rencontré des conditions météorologiques difficiles lors de sa traversée. Il avait même initialement nommé la région Cabo de Tormentas, le cap des tempêtes, mais il a été ensuite renommé le cap de Bonne-Espérance en raison des espoirs qu'il suscitait. Vasco de Gama
a été le premier Européen à atteindre l'Inde par la mer en contournant l'Afrique. Il a donc repris la route de Bartholomé Dias. Son voyage a débuté en 1497, 10 ans plus tard. Et après avoir franchi le cap de Bonne-Espérance, il a navigué le long de la côte africaine, puis a traversé l'océan Indien. Et en mai 1498, il a atteint Calicut, sur la côte sud-ouest de l'Inde, ce qui a permis aux Portugais de devenir des acteurs majeurs du commerce des épices. La découverte de la route maritime vers l'Inde a permis au Portugal de créer tout un réseau de comptoirs commerciaux et d'établir un empire maritime puissant, stimulant les échanges de produits précieux comme les épices, la soie et l'or. Magellan a dirigé la première expédition qui a réussi à faire le tour du monde. Il a quitté l'Espagne en 1519 avec une flotte de 5 navires, avec l'intention de trouver une route vers les îles aux épices en passant par l'ouest. Au cours de son voyage, il a découvert le détroit qui porte son nom aujourd'hui, situé à l'extrémité sud de l'Amérique du Sud. Bien que Magellan ait été le premier à traverser le Pacifique et à atteindre les Philippines, il a été tué lors d'un conflit local en 1521, avant de pouvoir terminer son voyage. Cependant, son expédition a continué sous le commandement de Juan Sebastián Elcano et en 1522, le navire Victoria, le seul de la flotte à avoir survécu, est retourné en Espagne, complétant ainsi le premier tour du monde. Ces voyages ont radicalement modifié la perception géographique du monde. Ils ont aussi été accompagnés d'avancées dans les techniques de navigation et les instruments, qui ont permis aux marins de s'orienter avec plus de précision. L'astrolabe est un instrument utilisé pour mesurer l'angle d'un astre, comme le soleil ou une étoile, au-dessus de l'horizon. En mesurant cet angle, les navigateurs pouvaient déterminer leur latitude, ce qui était très utile pour la navigation en mer. La boussole, quant à elle, est un instrument magnétique qui indique le nord. Elle est composée d'une aiguille pivotante qui s'aligne avec le champ magnétique de la Terre. Cet instrument a permis aux marins de déterminer les points cardinaux, nord, sud, est, ouest, même en l'absence de repères visuels tels que les étoiles ou les côtes. Ainsi, la boussole pouvait être utilisée même lorsque les conditions étaient très mauvaises, lorsque c'était la nuit, lorsque c'était nuageux, etc. ou lorsqu'ils étaient en pleine mer. Nous allons à présent passer à la seconde partie de la leçon sur les progrès de la cartographie. Les voyages d'exploration ont permis de recueillir une grande quantité d'informations sur la topographie terrestre, comme la localisation des montagnes, des rivières et des plaines, ainsi que des détails sur la profondeur des eaux, les courants marins et les obstacles sous-marins. Ces éléments ont été intégrés sur les cartes et ont considérablement amélioré la sécurité des voyages en mer. Les cartes Portulan sont des cartes maritimes basées sur ces observations pratiques faites par les navigateurs dans leurs voyages. Contrairement aux cartes géographiques traditionnelles qui se concentraient sur la représentation terrestre, les cartes Portulan mettaient en avant les routes maritimes et les ports, en indiquant les distances entre les lieux, les directions à prendre et les points de repère. Elles comprenaient souvent des roses des vents pour aider à la navigation. Les marins utilisaient les cartes Portulan pour planifier leur voyage. Avec ces cartes plus précises, les navigateurs pouvaient éviter les dangers tels que les récifs, les bancs de sable ou les courants forts. L'essor des explorations a permis la création de mapes-mondes de plus en plus détaillées et précises. En 1507, le géographe et cartographe allemand Martin Waldseemüller a publié une map-monde dans laquelle il a utilisé pour la première fois le mot « Amérique » pour désigner le continent américain, en hommage à Amerigo Vespucci, comme on vient de le voir. Elle comportait également des lignes de latitude et de longitude, ce qui facilitait la navigation et la localisation des lieux. Cette map-monde a été largement diffusée dès cette époque grâce à l'imprimerie.
Gerardus Mercator est un cartographe flamand qui a introduit la projection de Mercator, qu'on utilise encore sur nos planisphères. Cette projection conserve les angles, ce qui signifie que les directions sur la carte correspondent aux directions réelles sur la Terre. Cela permet aux navigateurs de tracer des routes droites. Mais bien que la projection de Mercator soit très utile pour la navigation, elle présente des inconvénients, notamment la déformation des surfaces. Les zones proches des pôles, comme le Groenland ou l'Antarctique au sud, apparaissent beaucoup plus grandes qu'elles ne le sont en réalité. Cette déformation peut mener à des malentendus sur la taille réelle des continents et des pays. Par exemple, le Groenland semble aussi vaste sur une carte de Mercator que l'Afrique, alors qu'en réalité l'Afrique est environ 14 fois plus grande que le Groenland. Malgré ses limites, la projection de Mercator reste largement utilisée aujourd'hui encore. Voilà, nous avons terminé cette leçon sur la meilleure connaissance du monde sous la Renaissance. J'espère que tout est clair pour vous. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.